Si on veut introduire le sujet, le développement de la région de Dakhla Ouaddab ne date pas d'hier. C'est il y a quelques années, sous l'égide de Sa Majesté, quand il y a eu le lancement le modèle de développement des provinces du Sud. Il y a eu un investissement important de l'État en infrastructure, parce que c'est quand on crée des infrastructures importantes, c'est par ce biais-là qu'on arrive à drainer de l'investissement. Donc les investissements qui sont portés par l'État au niveau de la région de Dakhla Ouaddab, il y a déjà l'autoroute Tiznit-Dakhla qui est en cours de réalisation. C'est prévu pour que tous les travaux soient finalisés fin 2021. Oui. Autre projet important phare qui va permettre de positionner Dakhla en tant que hub et une porte vers l'Afrique, c'est le nouveau port Dakhla Atlantique, avec une zone industrielle ou logistique de 1000 hectares. 1000 hectares où on va installer quel type d'activité? la partie logistique, la partie industrielle, industrie de transformation, industrie liée à la pêche, produits de la mer, mais aussi toute la partie service, c'est-à-dire les hôtels, les banques, les plateaux bureaux. Donc tout ce qui se fait autour d'un port de grande envergure, similaire à ce qui s'est fait au niveau de Port Genève. D'accord. Ça c'est pour vraiment consolider cette position de Dakhla en tant que porte vers l'Afrique avec une zone franche West Africa Free Zone. Donc l'objectif du Maroc est aussi consolider ses liens sud-sud avec ses partenaires africains. L'autre projet important, vu le potentiel énorme dans le secteur de l'agriculture, c'est le dessalement. C'est la station de dessalement qui est en cours de permitting et qui va permettre l'irrigation de 5000 hectares dans un premier temps et aussi acheminer l'eau potable vers le port de Dakhla et vers la ville de Dakhla. Le futur port de Dakhla. Le futur port de Dakhla. Donc la région regorge de potentialités en termes d'agriculture, vu son positionnement géographique, le climat qui favorise la précocité. Tout ce qui est produit à Dakhla arrive au marché européen 2 à 3 semaines avant les autres. C'est un avantage compétitif majeur. Et aussi la diversité des cultures. Actuellement, Dakhla produit surtout les primeurs, la tomate cerise, les melons. Il y a beaucoup d'expériences réussies dans la blueberry, c'est la myrtille. Et c'est des cultures à forte valeur ajoutée, donc qui constituent un atout majeur pour la région. Tous les investissements qui sont en train d'être réalisés au niveau des énergies renouvelables, il faut noter que Dakhla se trouve dans un couloir, je dirais, très prisé. Donc il y en a 2 au monde, il y a au niveau de Dakhla et au Norvège. Donc, devant. Donc la disponibilité de cette ressource et surtout la continuité de cette ressource fait en sorte à ce que tout projet éolien est, je dirais, un projet qui est rentable et qui assure une certaine durabilité. Il y a des projets de parc éolien à Dakhla? Déjà, la station de dessalement va être la première station de dessalement, je crois, au niveau mondial qui va être alimentée à 100% par de l'énergie renouvelable. Voilà, donc c'est un parc éolien de 50 MW qui va permettre la production de 115 000 m3 jour. Donc ça va être utilisé et pour l'irrigation et pour la production d'eau potable. En plus des autres projets éoliens qui vont permettre la production d'énergie électrique qui va être injectée au niveau du réseau ONE. Il y a un autre projet porté par un consortium américain-allemand. C'est un parc éolien de 900 MW qui va permettre de faire fonctionner des data centers pour de la technologie de blockchain. Donc c'est du mining pour le blockchain. C'est un projet qui est en train d'être finalisé. Il est les data centers qui sont installés au niveau de Dakhla. À Dakhla. Ah, d'accord. Donc c'est un projet qui se trouve maintenant au niveau de la signature de la convention d'investissement avec l'État. C'est un investissement important, 16 milliards de dirhams. C'est qui les porteurs? C'est Soluna,
La société AM Wind est une filiale de Soluna. Soluna, c'est une entreprise portée par un fonds d'investissement américain qui ont déjà réalisé des projets pareils au niveau des États-Unis. Et voilà, qui ont l'ambition de réaliser un projet d'envergure. 16 milliards de dirhams. 16 milliards de dirhams. C'est énorme. Oui. C'est énorme, 16 milliards. Bien sûr, c'est. Combien d'emplois? On parle de entre 500 et 600 emplois. Et c'est des emplois de qualité. Quand on parle de blockchain ou de data center, c'est des ingénieurs, c'est des techniciens. Et la particularité de ce projet, c'est que vu que ces capacités de calcul vont être mises à disposition d'institutions financières à l'échelle internationale, donc c'est des 3 chiffres. C'est du stockage, de traitement. C'est du traitement, c'est du mining, Ça. Et c'est des capacités de calcul. Du cryptage, voilà. Des choses comme ça. La crypto-monnaie, ce n'est qu'une facette d'utilisation de la blockchain. La blockchain peut être utilisée dans la banque assurance, dans les registres nationaux, dans plusieurs. C'est du big data, quoi. C'est du big data. Et pour le compte des clients. De clients, généralement, ce sont des institutions financières, des banques. Donc, effectivement, c'est du 3 x 8, quoi. Oui, c'est du H24. Voilà, c'est du H24. Donc, c'est super, ça. Donc, ça, ce sont des projets d'envergure, plus toute la partie logistique qui va être développée. Comme j'ai dit, il y aura une partie logistique annexée au nouveau port d'Akhla Atlantique, un autre parc logistique au niveau de la commune de Birgendouz, et un troisième pôle logistique au niveau de Guerguerat. Donc, avec les bureaux d'études, on est en train de finaliser le positionnement de chaque parc pour qu'il y ait une complémentarité et un positionnement différencié pour chaque plateforme. Je dirais important de la part des différentes parties. Alors, je pense que vous devez certainement avoir une fiche de ces projets, tout ce que vous venez de dire, il est consigné quelque part. Bien sûr. Vous avez certainement parlé de top of mind, les choses les plus importantes. Pour que ça soit plus. J'espère que vous allez nous donner quand même des fiches détaillées, des documents détaillés où on peut reprendre fidèlement ces choses. Alors, bref, la lecture après tout ça, quelle est votre feuille de route pour Dakhla? Notre feuille de route pour Dakhla en tant que CRI, c'est d'abord, je dirais, instruire les différents dossiers d'investissement qui arrivent au niveau de notre plateforme. Après la mise en place de la réforme, tout le processus de traitement et d'instruction de dossiers d'investissement est devenu 100% digitalisé. Déjà, c'est une avancée majeure. Ça nous a permis d'être très réactifs par rapport aux demandes des investisseurs. Ça nous a permis de réduire les délais de prise de décision. Il faut savoir qu'auparavant, un dossier instruit prenait 180 jours à 160 jours pour qu'il y ait une décision de la commission. 180 jours, c'est 6 mois. 6 mois. Avec la mise en place de la réforme, on a pu laisser à 28 jours. C'est-à-dire au bout de 3 semaines, on statue sur le dossier. Vous avez développé ça à la faveur de la pandémie, bien sûr. Non, mais je pense que c'est un modèle que vous allez certainement maintenir, vu qu'il a été performant. C'est un chantier qui a été lancé en décembre 2019. Oui. Je ne vous cache pas qu'il y a eu, comme tout changement, il y a toujours de la réticence, il y a toujours de la résistance. Mais on a été forcé. Mais je crois qu'avec la pandémie, on a été forcé, condamné, et ça nous a permis de mobiliser, fédérer les différentes parties prenantes. C'est un modèle que vous allez certainement garder. Bien sûr. Pandémie ou pas pandémie, c'est un truc qui marche. Effectivement, c'était développé à l'échelle nationale par le ministère de l'Intérieur et par l'équipe de la Digital Factory. Et voilà, il y a eu une première version qui a été lancée, et maintenant on est en train d'améliorer cette version et intégrer de nouveaux modules, un module d'aide à la prise de décision, c'est-à-dire quand on traite un projet pour la première fois à Dakhla, on peut voir à travers cette plateforme s'il y a eu un projet similaire traité dans une autre région et essayer de comparer les indicateurs, les hypothèses pour mieux évaluer ce projet. Voilà, avant de l'instruire. Il y a toute la partie gestion des recours qui sont garantis par la loi. Quand un dossier obtient un avis défavorable, il y a un premier droit de recours
au niveau de M. Louali, un deuxième droit de recours au niveau de... Voilà, ce processus-là a été aussi digitalisé. On reçoit chaque semaine les indicateurs et les KPI par rapport à notre performance en tant que CRI, dans nos délais de traitement de dossiers, dans nos délais de production d'actes, des actes. Et il y a un travail, je dirais, quotidien pour essayer d'améliorer et essayer d'avancer, je dirais, en augmentant cette efficience des séries. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui a été très bien apprécié et accueilli par la communauté des investisseurs. Un, il y a plus de transparence en matière de traitement de dossiers. Et deux, il y a un meilleur suivi et une meilleure communication avec les investisseurs via cette plateforme digitale. Maintenant, sur le volet, je dirais, macro. C'est ça. Quel modèle pour Dakhla? Le modèle Dakhla ne peut être qu'un modèle basé sur une diversification du tissu économique de la région. Et je dirais qu'une des priorités du CRI, c'est de travailler à consolider le positionnement des TPE et PME régionales. Oui. On connaît tous que la force d'un modèle économique ne peut être viable que s'il est constitué d'une assise solide de PME-TPE. Parce qu'il doit créer de la valeur autour de lui dans l'immédiat. Sinon, si on fait du développement ici pour des investissements qui ne vont pas se retrouver dans l'emploi local et dans l'économie locale, ça ne sert à rien. Voilà, donc on parle déjà d'inclusivité, on parle de justice spatiale, c'est-à-dire que le développement économique doit couvrir l'ensemble de la région. Et ce qu'on est en train de faire avec les différents acteurs, c'est décortiquer les différentes chaînes de valeur et voir dans quelle mesure on peut venir greffer dans ces chaînes de valeur des PME, TPE, voilà, pour pouvoir, je dirais, favoriser et encourager. Ramener aussi des locomotives. Ramener des locomotives, voilà. Des écosystèmes. C'est ça. Voir le modèle Tangier aussi. Bien sûr, bien sûr. Est sympathique. Il tient là. Moi, je pense qu'avec le port, ça sera une chose de tangible. Bien sûr, l'objectif, c'est de développer tout un écosystème autour du port. Je dirais travailler sur l'industrialisation du tissu économique, mais surtout sur la compétitivité. Et la compétitivité ne peut être garantie que si on a une ressource humaine qualifiée. Et je crois que c'est un des défis auxquels il faut faire face. Il faut adopter une approche proactive et essayer dès maintenant à commencer à travailler avec les différents acteurs pour essayer d'évaluer quels seront les besoins en termes de ressources humaines pour ces futurs projets et démarrer la préparation. Vous avez fait un peu un calcul pour dire, bon, dans les 10 années, vu ce qu'on veut faire, voilà, il nous faudra tant d'ingénieurs, il nous faudra tant de managers, il nous faudra tant d'ouvriers spécialisés. On fait ça quand on travaille avec les porteurs de projets, c'est-à-dire quand ils déposent leur dossier d'investissement, ils doivent déclarer quel est le montant prévisionnel d'investissement et quels seront les emplois à créer dans le futur. Quand il s'agit de projets structurants ou de grands projets qui doivent être instruits au niveau de la Commission nationale, donc on descend un peu plus dans les détails pour voir quels sont les profils et voir dans quelle mesure la région peut déjà les mobiliser ici, où il faut préparer, travailler sur un plan de formation, ou comment on peut attirer des talents d'autres régions, à quel coût est-ce que toujours on va garantir cette compétitivité par rapport au coût de revient. Donc c'est un travail, je dirais, qui doit fédérer, mobiliser différentes parties prenantes. Et c'est vrai que la coordination, elle n'est pas toujours facile, mais on est obligé d'être ensemble. Voilà, on est obligé d'être ensemble. Je crois que le succès ou la réussite du développement d'une région ne peut pas reposer que sur une administration, que sur le CRI, mais ça doit être le résultat d'une collaboration et entre toutes les parties prenantes. Et quand je parle de parties prenantes, c'est l'administration, le secteur privé, la société civile, les organes de formation. Et cette vision doit être partagée par l'ensemble de ces acteurs et que tout le monde
travaillent et œuvrent pour, je dirais, atteindre ces objectifs. Après les derniers événements, surtout au niveau de la reconnaissance des États-Unis, de la souveraineté marocaine sur son Sahara, c'est vrai qu'il y a eu un engouement encore plus important, ça s'est accéléré. On a eu beaucoup d'investisseurs marocains, des grands, de l'immobilier, de l'industrie, qui sont venus à Dakhla prospecter, voir dans quelle mesure ils peuvent aussi participer dans ce développement. On a eu beaucoup de contacts de chambres de commerce étrangères, les Chinois, les Belges, les Américains, les Allemands. Donc tout le monde est en train maintenant de regarder ce qui se passe au niveau de la région. Voilà, je crois que il y a eu un vrai... Ça a fait un effet du buzz. Là. Du buzz, et donc c'est vrai que voilà, au niveau du série, on ne chante pas, donc on enchaîne semaine et week-end. J'ai pas encore eu voilà, il y a quelque chose qui se prépare, mais on n'a pas encore eu de date fixe. Par contre, on reçoit chaque jour des emails. C'est vrai qu'à travers la plateforme Dakhla Connect qu'on a développée avec le cabinet G.A. Austin, c'est un programme qui a été financé par le gouvernement américain. Dakhla Connect, c'est une plateforme de promotion de la région, des atouts économiques, des opportunités d'investissement. Oui. Et on est en train de gérer aux séries le back-office des échanges B2B à travers cette plateforme. Donc, chaque entreprise peut venir s'inscrire. Et nous, en back-office, on crée du B2B. Et d'ailleurs, c'était la première phase. La deuxième phase dans ce programme, c'est d'accompagner les sociétés qui ont plus de 2 ans pour essayer de travailler avec leur transformation digitale, l'utilisation des nouveaux canaux de commercialisation, surtout les réseaux, tout ce qui est voilà, marketing digital et tout. Donc ça, c'est une deuxième phase. Mais c'est une plateforme qui est devenue très importante pour la promotion régionale, en parallèle de tout ce qui se fait au niveau série ou au niveau de la région pour promouvoir davantage l'investissement dans la région. Et le tourisme, tout ça, comment vous le voyez? Alors le tourisme, si on voit le poids du tourisme dans le PIB régional, il est très faible. On parle de moins de 1%. Ce qui est paradoxal. Ce qui est paradoxal. Par contre, c'est une vraie vitrine pour faire la promotion de Dakhla. On a reçu beaucoup de touristes, surtout dans la période Covid, où on a reçu des touristes marocains. Beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas la région. Ils ont découvert la région la première fois durant les dernières vacances d'été. Et un bon pourcentage de ces touristes sont en train de se convertir en investisseurs. D'accord. Donc l'hôtellerie et le tourisme. L'hôtellerie et le tourisme, c'est vrai que c'est un vrai levier pour faire la promotion de la région. Qu'il ne soit pas aussi il y a une vraie dynamique. Il y a une vraie dynamique au niveau du secteur. C'est vrai que le secteur au départ était limité dans une niche de kitesurfers. Et qu'actuellement on est en train de travailler avec la SMID. C'était la planche à voile. C'est la planche à voile. Dans les années dernières, avant le kitesurf, c'était la planche à voile. Et actuellement on est en train de travailler avec les différentes parties prenantes, que ce soit au niveau du ministère ou au niveau de la région, sur comment on peut développer, créer de nouvelles niches, je dirais améliorer l'offre animation, capitaliser sur l'arrière-pays. Connecter les hôtels à l'arrière-pays et à la ville aussi. Et à la ville, voilà. Donc et surtout, je dirais, un autre défi de la région, c'est comment conjuguer développement économique et respect de l'environnement. Ça c'est un grand sujet. On a un actif de taille, la baie, mais l'écosystème, on connaît tous l'écosystème, c'est un écosystème fragile. Donc le défi, c'est de pouvoir continuer le développement économique sans venir perturber. Voilà. Mais parfois, il ne faut pas s'arrêter à la thématique pour voir quelles sont les solutions concrètes à mettre en place pour préserver cet environnement. Est-ce qu'on va adopter une stratégie de limiter les hôtels autour de la baie, ou au contraire, on va favoriser l'investissement et le développement, mais en rehaussant les standards par rapport
à l'étude d'impact sur l'environnement, traitement des eaux, je dirais les matériaux à utiliser. Donc c'est des sujets d'actualité. Voilà, c'est des sujets d'actualité sur lesquels on travaille avec Monsieur Louali et les différentes parties prenantes. Voilà, pour structurer ce développement. Un vaste programme. C'est un défi. Donc c'est un défi. C'est pas toujours évident de concilier le développement économique et parfois c'est un arbitrage à faire, mais il faut minimiser, je dirais, l'impact sur l'environnement, sachant que dans cette baie, il y a aussi toute la partie aquaculture et c'est un autre levier de croissance de la région. Il y a eu plus de 2400 hectares mobilisés pour les projets de l'aquaculture au niveau de la baie de Dakhla, la baie de Sintra, la baie de la zone de Guerda. C'est un secteur qui est un avenir. Il y a 50% de la production nationale. Il est fortement exportateur. Bien sûr. Et en plus, il y a une diversité par rapport aux différentes cultures. Il y a les huîtres, les ormeaux, la palme européenne, les algues. Et c'est des produits qui sont très prisés en Europe. Il faut aussi travailler et commercialement intéressant, mais aussi travailler sur une meilleure valorisation, travailler sur le packaging, créer une marque, des labels pour maximiser cette, je dirais... L'huître de Dakhla est maintenant connue. Oui, bien sûr. Comme on a la précocité au niveau des produits, des cultures agricoles, on a aussi un atout majeur. Il faut savoir qu'ici, l'élevage d'huîtres, je dirais de la première phase à l'âge adulte, on est sur du 12-13 mois. En Europe, c'est du 3 ans. Donc, vous pouvez imaginer toute la compétitivité. 3 récoltes voilà. Alors que l'Europe, c'est 3 récoltes. Voilà, donc ça c'est un avantage majeur. Et voilà, je crois que l'importance dans tout ça, c'est de pouvoir, je dirais, créer cette diversité au niveau du tissu économique régional, de la complémentarité, mais surtout avoir un impact direct sur la population locale pour améliorer, je dirais, l'employabilité des jeunes et travailler avec les jeunes sur cet esprit d'entrepreneuriat. Il y a tout un travail en amont qui doit se faire en accompagnant ces jeunes dans leur phase d'études, dans leur identification d'un projet rentable, mais surtout, vu que l'État a mis en place plusieurs produits pour faire face aux problématiques du financement, je crois que le plus important, c'est l'accompagnement a posteriori. Et c'est là où le bas blesse. Post-création. Et pour réussir ce défi, il faut mettre en place des mécanismes qui vont pouvoir nous permettre aux parties prenantes de faire ce suivi de cette entreprise, surtout durant les 3 premières années qui sont les plus critiques. Vous n'aurez pas pu trouver mieux qu'un ancien banquier d'affaires pour faire ça. Mais je dis toujours que ce n'est pas l'histoire que du CRI. On ne peut pas jouer le rôle du consultant pour toutes les entreprises créées. Bien sûr, évidemment. Et la meilleure solution serait de digitaliser ces mécanismes d'accompagnement. Un autre défi, vu le statut fiscal de la région, les déclarations fiscales ou déposer les états de synthèse ne sont pas, je dirais, c'est pas dans les mœurs. C'est pas dans les mœurs. On a eu ce matin une réunion avec l'ordre des experts comptables, on en a parlé. On a dit qu'il faut eux qui nous accompagnent dans cette phase de sensibilisation, même s'il n'y a pas d'impôt impayé, mais le fait d'avoir un bilan, d'avoir des états financiers vont permettre à cet entrepreneur de piloter son activité. Il faut aussi de professionnaliser. Et aussi va nous permettre aussi de faire un travail de suivi sur la base. Et vous, ça va vous donner de la data et de la... Bien sûr, et de la matière pour réussir cet accompagnement. Parce que quand on va faire de l'accompagnement, c'est sur quelle base?